this melody in my ear. Brand new snowman with a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and 2 eyes made out of coal. There must have been some magic Bonjour. in that old silk hat. Bienvenue dans Glitchless. Ce que vous voyez là derrière, c'est l'origine de South Park. Le directeur de la Fox a vu ça en 95, il a dit « Hey, aime bien, j'en veux encore !» Il parle comme ça, le directeur de la Fox. Alors il a demandé aux créateurs, Trey Parker et Matt Stone, d'en faire d'autres. Et maintenant, on en est là. Regarde, Ike, ton papa, c'est un dauphin. Oh oui. Oh, fiston. Oh, tu as fait une belle crotte, mon chéri. Il y avait un fantôme. Oui, c'est de l'ectoplasme. Bienvenue dans l'émission qui imagine des jeux vidéo parfaits. Et avant d'imaginer le jeu South Park parfait, faisons un petit tour de table des différents jeux vidéo qui ont été créés pour la licence. 1998, Iguana Entertainment et Appaloosa Interactive développent le premier jeu South Park qui s'intitule South Park. Édité et distribué par Acclaim, ce jeu est déjà un vrai petit bijou, un FPS dans l'univers de la série, mais du coup en 3D. Ça sort sur PC, PS1 et Nintendo 64. On choisit son personnage au début entre Stan, Kyle, Cartman et Kenny, et on se tape contre différents antagonistes qu'une mystérieuse comète géante visible tous les 666 ans a ramené sur Terre. Il y avait aussi un mode multijoueur dans lequel on pouvait s'affronter en incarnant l'un des 23 personnages disponibles dont Jésus, Satan, le Père Noël, Terence et Philippe, etc., etc. Une version Game Boy Color avait même été développée, mais Trey Parker et Matt Stone en personne ont annulé sa sortie, estimant que le jeu ne pourrait pas être idéalement retranscrit sur la petite console de Nintendo. Sauf que le financement ayant déjà été investi chez Acclaim, l'éditeur a utilisé les sous-sous pour financer le développement de Maya l'abeille et ses amis, et les nouvelles aventures de Mariquette et Ashley, qui reprend d'ailleurs certains éléments de gameplay de South Park. Maintenant, vous saurez que ces deux jeux n'auraient jamais vu le jour sans Matt Stone et Trey Parker. Vous vous rendez compte qu'on aurait pu passer à côté de ces deux petites merveilles ? 1999, South Park Chef Love Shack, toujours chez Acclaim, sorti sur Dreamcast, Nintendo 64, PlayStation et PC. Un quiz game en forme de jeu télévisé avec des questions de culture générale entrecoupées de mini-jeux mi-WarioWare, mi-Mario Party. Malheureusement, il n'est disponible qu'en anglais, d'où son flop dans notre pays. Bon après, aujourd'hui, rien n'empêche un bon modeur de faire une version traduite de la ROM. Et je dis ça, je dis rien. Et clin d'œil. En l'an 2000, South Park Rally par Tantalus Interactive et Acclaim sort sur PlayStation, PC, Nintendo 64 et Dreamcast. Un jeu de karting complètement fou et qui, selon moi, mériterait sa suite aujourd'hui. Ou au moins un remaster. Et quand je dis remaster complet, avec ce qu'il manque aux versions PS1 et 64 par rapport à la version PC. Comme par exemple, au hasard, les personnages de Kukrapok, Sheila Broflovski, Liam Cartman, ou encore ce bonus que je qualifierais de vibrant. 2005, THQ Wireless sort le jeu South Park Sports Day sur mobile, une compilation de mini-jeux dans lequel on doit faire du saut en longueur en proutant, tenir en équilibre 2 assiettes de pancakes, faire de la luge, etc., etc. Toujours 2005, toujours THQ Wireless, toujours sur mobile, toujours un jeu South Park. Toujours la banane. Mais cette fois-ci, le jeu s'appelle Mecha Fighter, un jeu de combat de monstres géants avec des versions kaiju des personnages de la série. On a une fusion entre Cartman et sa peluche de grenouille, un Stan version dinosaure ou encore un Mecha Kenny. 2007, nous avons un nouveau jeu mobile développé par Mr. Good Living et publié par Real Networks, South Park 10 The Game. Un platformer en 2D avec 10 mondes, un pour chaque saison de la série, chacun contenant 3 niveaux plus un bonus, chacun contenant tout un tas de petites références qui se grignotent comme ça, comme des petits bonbons. 2008. C'est South Park Imagination Land qui sort, toujours sur mobile et édité par Real Networks. Dans ce jeu en 2D, Butters est dans une balle rebondissante et doit ramasser des items dans une 60aine de niveaux, plus précisément 60 niveaux, et c'est à peu près tout. Ah bah, c'est des jeux mobiles, 2009, South Park Mega Millionnaire sort sur mobile encore, et cette fois c'est développé par Gamehouse. Dans celui-ci, les 4 protagonistes participent à une sorte de jeu télé au Japon. Vous êtes sur des rollers et vous devez utiliser la fonction gyroscope de votre téléphone pour vous diriger vers la droite ou vers la gauche. 2009 encore, on retourne sur console de salon pour jouer à Let's Go Tower Defense Play, développé par Double Six et publié par Microsoft Game Studio puisqu'il sort uniquement sur le Xbox Live Arcade. Tout est dans le titre, c'est un jeu de Tower Defense et cette fois-ci on prend un véritable tournant décisif. On a enfin
enfin un jeu South Park qui ressemble à du South Park. Et pour du Xbox Live Arcade, on a une durée de vie d'environ 5 à 6 heures, ce qui est énorme pour l'époque et le format. Les ennemis sont des références à la série et le plot twist final est plutôt sympa pour ce genre de petit jeu. 2012, on reste sur le Xbox Live Arcade pour jouer à Tenorman's Revenge, développé par Other Ocean Interactive. Cette fois-ci, on a affaire à un platformer 2D classique, toujours dans le style visuel de la série, y a pas de raison de pas se faire plaisir, et dans ce jeu, on affronte le courroux de Scott Tenorman qui viendra prendre sa revanche sur les protagonistes de la série. 2014, le bâton de la vérité sort sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch et PC. C'est développé par Obsidian Entertainment et édité par Ubisoft. Pour la première fois, Trey Parker et Matt Stone souhaitent s'impliquer dans la création d'un jeu South Park. Et quelle implication! Ils décident carrément de financer eux-mêmes leur jeu, estimant qu'il aurait du mal à recevoir le soutien financier des éditeurs sans que ceux-ci n'imposent leurs diverses censures. Pour la version américaine, la grande majorité des personnages est doublée par leurs comédiens de doublage officiel, ce qui n'est malheureusement pas le cas de l'AVF, car THQ, partenaire de Obsidian sur le développement du jeu et en grande difficulté financière, n'a pas trouvé d'accord salarial avec les comédiens français. On continue sur la lancée du visuel fidèle à la série, toujours en 2D, mais avec encore plus de fidélité, puisque là, même le cadrage et les transitions de la série sont respectés. On a vraiment l'impression de regarder un épisode. Enfin, quand je dis 2D, c'est pas tout à fait vrai. On parle plutôt ici de 2.5D, un système de jeu à mi-chemin entre la 2D et la 3D. En gros, c'est utiliser un maximum d'éléments en 2D et le moins d'éléments possible en 3D dans un environnement en 3D. Paper Mario est l'exemple de 2.5D qui s'en rapproche le plus, selon moi. 2017, l'Annale du Destin sort sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est toujours sous la houlette de Ubisoft que ça se développe et c'est encore Trey Parker et Matt Stone qui se collent à l'écriture, préférant faire un jeu plutôt qu'un deuxième film. L'intrigue reprend là où s'arrête celle du bâton de la vérité, le gameplay reste le même, bien que le système de combat soit un peu amélioré. Cette fois-ci, niveau doublage, on a des bonnes nouvelles puisque Ubisoft nous annonce le 11 octobre 2016 que le jeu sera doublé en français et avec les voix officielles françaises. Je suis ravi de te connaître un peu mieux, tu sais. Maintenant, va botter des fesses. Du calme, les gars. Je suis pas venu pour me battre. Tu fais partie d'une franchise qui ne rapporte rien et dirigée par un connard en fauteuil roulant. J'ai ajouté quelques boulettes de shit et de la grande Daddy Purple. C'est cadeau. Repassez me voir, un de ces quatre. Alors, si je comprends bien, tu veux parler de sexe? Ah, bon, c'est pas grave, puisque si vous voulez, vous pouvez être vous-même une voix officielle du jeu. Ah, il y a même un concours, regardez. Will you become the official fart of South Park's The Fractured Butthole video game? Make your own fart video on IamTheFart.com. Yes, allez. Un autre jeu sort en 2017. Phone Destroyer! On retourne sur les jeux mobiles, mais cette fois-ci développé par Red Lynx et édité par Ubisoft. Ici, c'est un jeu de stratégie en free-to-play. On ouvre des boosters de cartes qui nous permettent d'invoquer des combattants pendant des phases de fight. Toujours la recette combo gagnant, style graphique fidèle à la série et référence à GoGo, ça fonctionne très bien, et il y a encore des joueurs des 8 ans après la sortie du jeu. 2024, South Park Snow Day sort sur PC, PS5, Xbox Series X et Switch. Retour à la 3D dans ce beat'em all avec un mode histoire un peu court, mais dont l'argument principal reste la coop. En effet, le mode histoire est au mieux sympathique si on le fait en mode solo, mais devient très vite redondant. Le jeu a vraiment été pensé pour de la coop avec des amis, ce qui peut diviser. Là où en revanche le public est resté assez unanime, c'est sur la 3D et sa qualité. C'est difficile de passer derrière les chefs-d'œuvre graphiques que sont le bâton de la vérité et l'Annale du Destin, et encore plus quand ce qu'on propose est acceptable quand on bouge pas, et catastrophique quand on bouge un tant soit peu. Les attaques ont l'air d'avoir tout été faites en une nuit, les déplacements dans la neige sont brouillons, la caméra est aux fraises, bref, c'est pas assez beau. Je dis pas assez parce que les cinématiques nous laissent penser qu'on est quand même sur la voie de la masterclass. Par contre, les voix françaises officielles sont enfin là, et ça fait plaisir. Hé, le nouveau, je te parle. On rembobine. En 2005, Ubisoft et BuzzMonkey Software entament le développement d'un jeu qui ne verra jamais le jour. Un jeu en open world. Tout ce qu'on sait de l'histoire, c'est qu'elle a un lien avec l'ouverture des Jeux Paralympiques et que ça devait être la suite du tout premier jeu South Park sorti en 1998. Le jeu n'a pas été terminé à cause des délais déraisonnables imposés par les producteurs, ainsi que de l'énorme quantité de travail restant à terminer. C'est un collectionneur qui a découvert le jeu dans un kit de développement Xbox vers 2015. Le jeu aurait eu un gameplay similaire à celui des Simpsons Hit and Run, un jeu où le joueur pouvait se déplacer librement en ville, conduire des véhicules, combattre des piétons et accomplir des missions. On peut même remarquer que le HUD est exactement le même que celui des Simpsons Hit and Run. Bon, et si on se mettait au boulot maintenant? Est-ce que le jeu parfait a déjà été fait? Ou bien est-ce qu'on peut encore améliorer la roue? Eh bien, à mon sens, oui. Jusqu'à l'Annale du Destin, j'avais le sentiment qu'on pourrait pas faire un jeu South Park mieux que celui-là. Mais depuis Snow Day, j'ai changé mon fusil d'épaule.
Attention, je suis pas en train de dire que Snow Day est mieux, hein. Retirez immédiatement ces mots de ma bouche. Non, je dis que Snow Day peut donner des idées. La 2.5D, c'est pas mal pour cette licence, mais c'est peut-être pas assez grand public. Il y a peut-être des gens que ça a rebuté. Et la 3D, c'est super pour tout le monde, mais quand c'est avec South Park, c'est pas beau. Alors, revoyons ensemble la copie. Si on imagine le jeu South Park parfait et en 3D, il faut en premier lieu penser à la direction artistique du jeu. Et pour ça, il faut se replonger dans les origines de South Park. On est en 1992 quand Matt Stone et Trey Parker réalisent Jésus vs Frosty, un court-métrage en stop-motion dans lequel la recette de South Park montre déjà le bout de son nez. En 1995, ils remettent ça avec Jésus vs Santa, et cette fois les personnages principaux sont déjà là. C'est réalisé en stop-motion avec simplement du papier de couleur découpé et collé à la main. Et cette esthétique ne sera jamais abandonnée pour la série, même si elle sera réalisée dès le deuxième épisode de la saison 1 sur ordinateur. Si on jette un œil du côté des autres trucs qui ont rapport de près ou de loin avec l'animation en stop-motion, on peut citer par exemple le Wallace et Gromit. Et dernièrement, un jeu en VR a été particulièrement apprécié pour sa retranscription fidèle de l'animation en stop-motion. Vous voyez, on y croit vraiment. Alors, oui, sauf que Wallace et Gromit c'est déjà en 3 dimensions, vu que c'est de la pâte à modeler. Là, on parle de faire passer des trucs qui sont par essence tout plats à du volume. Et c'est là qu'il faut qu'on parle du billboarding. Le billboarding, c'est une technique graphique où un objet en 3D est en réalité une image en 2D qui est toujours orientée face à la caméra. Peu importe comment vous tournez la caméra, l'objet semblera toujours présenter la même face et ne tourne jamais réellement. Dans Mario 64, les arbres et certains ennemis utilisaient ce procédé pour économiser de la puissance de calcul sur la Nintendo 64 qui était limitée. Les personnages de Mario Kart 64 aussi, seule la piste et les bonus étaient en 3D. Vous voyez ça là, c'est la piste. Elle est en 3 dimensions. Mais ce personnage qui est en train de conduire là, dans toutes ses animations, il semble bien intégré à son environnement 3D. Mais ce n'est en fait qu'une succession d'images 2D, de 321 images exactement. Mais cette animation 2D montrée dans un environnement en 3D donne l'illusion qu'elle est aussi en 3D. Alors, très bien, mais là on parle uniquement des parties plates du jeu, comme les personnages. Si on fait un jeu South Park de cette manière, il faudra forcément passer par la modélisation d'un environnement en 3D. Et c'est là que je vous remontre le générique de la série. Ah non, pas celui-là, ça c'est le générique de la saison 1. Il a beaucoup évolué entre-temps. Et depuis la saison 17, il y a de la profondeur. Regardez, là, du carton, et là, des sculptures en papier. Ça porte un nom, ça. C'est le papercraft. C'est la solution qu'il nous reste quand on n'a pas d'imprimante 3D. Au lieu d'imprimer en 3D des fichiers qui ressemblent au vieux fond d'écran de Sweet.com, oh, c'est cacaboudin ça. Et ben on imprime sur son imprimante papier des trucs à découper, à plier et à coller ensemble. Alors parfois, c'est rudimentaire, parfois moins, mais ça a le mérite de représenter une esthétique plus proche de l'esprit DIY de la série que ça. Bon, alors le côté fidélité à l'esprit graphique, on a. Évidemment, on va blinder avec des rêves partout. Et ensuite, que nous reste-t-il à faire? Eh bien, le principal, le gameplay. Pour le moment, on sait qu'on va aller dans de la vraie 2.5D, mais on n'en sait pas plus. Ce qu'on sait en revanche, c'est ce qui a déjà été fait avec les jeux en 3D de la licence. Et ces jeux, mine de rien, ils se rapprochaient beaucoup de l'esprit de la série. South Park est une satire, parfois sociétale, parfois culturelle, mais toujours une satire. Et cet esprit, on le retrouve aussi dans les jeux vidéo. Le premier South Park n'était pas un simple FPS, il parodiait le genre. L'arme basique, c'était des boules de neige et on pouvait même faire pipi dedans pour faire des boules de neige au pipi. Les grenades n'étaient pas des grenades, c'était des poupées de Terrence et Philippe qui explosaient dans un nuage de prout. Les armes paralysantes étaient remplacées par une arme alien qui faisait danser les ennemis comme dans le tout premier épisode de la série dans lequel les aliens contrôlent les humains en leur faisant chanter une chanson. Ce qui était au passage une référence au dessin animé de la saga Merry Melodies de Warner Bros. I Love to Sing. Dans South Park Rally, les turbos ne sont pas de simples flèches multicolores au sol. C'est des proutes. Quand dans Mario Kart, on empêche le joueur adverse de voir son écran avec de l'encre de poulpe, dans South Park Rally, c'est avec des images de Saddam Hussein. On lâche pas des bananes pour faire glisser ses adversaires, mais on mange des tacos pour couler un classique sur la route. Dans ces deux jeux, les bruits du menu, c'est pas des effets sonores de bip ou de clic. Ah bah il y a une direction artistique. Donc si on doit adapter le même esprit au gameplay actuel, je dirais que ça devrait être un mélange de gameplay à la Batman Arkham et GTA-like. Les mondes ouverts et les beat'em all sauce Arkham, ça a été pompé, repompé, surpompé, et c'est justement pour ça que ça en fait le terreau idéal pour une satire. On pourrait même s'inspirer d'un autre jeu qui a fait une sorte de parodie du monde du jeu vidéo à sa manière, et je parle bien sûr de Astérix XXL 2, une référence en la matière.
C'était peut-être déjà un peu ringard à l'époque, mais on avait des refs à Mario Sunshine, Rayman, Sonic, Street Fighter, Pac-Man, Tomb Raider, et c'était à l'époque l'une des très rares parodies du monde du jeu vidéo. Aujourd'hui, cet univers a bien changé et on recense aujourd'hui de nombreux motifs qui se répètent. Par exemple, combien y a-t-il de jeux avec une carte bourrée d'icônes? Combien d'arbres de compétences qui sont full débloqués à la moitié du jeu? Combien de jeux à difficulté punitive? Combien de lootbox? Combien de live events qui n'apportent rien de spécial? Combien de mécaniques de scan? Combien d'options de crafting qui ne sont en réalité qu'un skin différent sur des armes avec les mêmes stats? Combien de protagonistes amnésiques ou silencieux? Vous me comprenez? Oui, non, un peu... Est-ce que vous arrivez à me suivre? Répondez juste oui. Je vois, non, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça, mais peu importe. Bon, disons qu'on reprend le schéma de la nouvelle famille qui s'installe en ville. Mais cette fois-ci, nouvelle règle, on ne contrôle pas un personnage, mais 4. Les parents et les 2 enfants. Ça nous offre 2 opportunités. On pourra mettre plusieurs éléments d'intrigue dans le même jeu, ce qui nous permettra de varier les ambiances, mais aussi de créer non pas un seul, mais 4 personnages. Et 4 personnages variés en plus de ça. Parce que oui, les outils de création d'Avatar South Park qui ne permettent de créer que des enfants, bon ça va bien 5 minutes. Oui, il y avait bien un outil sur le site officiel de South Park pour créer des personnages adultes, mais aussi bébés et même canadiens en 2008, mais ils ont simplement supprimé ces fonctionnalités en 2014 pour ne se concentrer que sur les enfants. Alors c'est très complet, il y a plein d'accessoires et tout, mais nous on veut pouvoir créer des adultes et des ados aussi. Alors vous allez me dire, oh bah maintenant il y a des IA qui doivent très bien le faire. Alors non, la promesse est là, mais la promesse n'est pas tenue. Et ce truc de pouvoir jouer 4 personnages différents, ça apporte même un autre point positif non négligeable. On pourra jouer avec les classes de personnages. Par exemple, des armes d'enfants comme des pistolets à eau, des mitraillettes Nerf ou des lance-pierres seront totalement inefficaces contre les adultes. Et à l'inverse, les adultes n'arriveront pas à tirer sur des enfants avec une arme à feu à cause de leur sens moral. On pourrait par exemple mettre à la place une ligne de dialogue comme Ah non, j'y arrive pas !» On a le style graphique, on a le gameplay, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter à ce petit bijou imaginaire? Un moyen de lui apporter de la durée de vie, bien sûr. Car c'est bien ce qui a manqué à tous les jeux South Park, même les meilleurs, le nombre d'heures qu'on va passer dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on continue encore à jouer aussi massivement à GTA V en 2025, alors que le jeu est sorti en 2008? Eh, ça fait 17 ans, oui. Tout simplement sa capacité à accueillir de nouveaux joueurs. Le jeu dispose d'un mode histoire, certes, mais aussi d'un mode online dans lequel on peut créer un autre personnage qui va vivre sa petite vie dans Los Santos. Il pourra faire des braquages, des courses de voitures, devenir PDG ou gérer un club de motards. Bref, en recyclant le gameplay du mode histoire, on développe des types de missions pour offrir des heures de jeu supplémentaires aux joueurs tout en lui laissant la place pour s'exprimer en personnalisant au maximum sa partie. Faisons ça! On peut conduire des voitures dans notre jeu? Super! Un mode South Park Rally! Il y a une mission en FPS dans le mode histoire? Super! Un mode bataille de boules de neige? Les possibilités sont hyper larges. Regardez l'exemple de Fortnite. Avec un même jeu, on a un mode FPS, un mode course, un mode classique, un mode musical et encore plein d'autres modes différents. Et même des modes créés par les joueurs eux-mêmes. En conclusion, si un jour le jeu South Park Parfait devait sortir, voilà à quoi il devrait ressembler. Mais peut-être que j'ai oublié des trucs ou que j'ai les yeux plus gros que le ventre, qui sait. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? En attendant, on se contentera de ressortir nos vieilles cartouches et de se rappeler qu'avant d'avoir le jeu parfait, on a quand même eu des jeux bien imparfaits, et que c'était peut-être ça l'esprit des jeux South Park finalement. Alors je déconne, c'était nul.